Imaginez le monde tel que les anciens le voyaient. Leurs cartes et manuscrits n'étaient pas de simples relevés de terres et de mers, c'étaient de véritables encyclopédies de merveilles. À côté d'éléphants, de lions et de serpents parfaitement reconnaissables, des créatures qui coupent le souffle à l'homme moderne prenaient vie sur le parchemin. Et parmi elles, avec une régularité troublante, apparaissaient des représentations de gens sans tête, avec le visage situé directement sur leur poitrine. Nous avons pris l'habitude de mettre cela sur le compte de l'imagination débordante de nos ancêtres, de mythes et de légendes nés de la peur de l'inconnu. Mais si ce n'était pas le cas, et si ce n'étaient pas des fantaisies, mais des récits documentés de témoins oculaires, et si les historiens respectés de l'Antiquité, dont les œuvres constituent le fondement même de notre civilisation, décrivaient une réalité objective que nous balayons aujourd'hui d'un revers de main. Cette question change fondamentalement notre vision du passé, nous forçant à douter de la certitude de nos connaissances. Pour percer ce mystère, nous devons nous tourner vers les sources primaires, vers des hommes dont l'autorité est incontestable. Nous parlons de titans de la pensée comme Hérodote, surnommé à juste titre le père de l'histoire. Son œuvre, l'Enquête, n'est pas un recueil de contes de fées, mais un texte fondamental qui a jeté les bases de l'historiographie occidentale. Et voici ce que le grand grec a écrit sur les terres lointaines de la Libye. Il décrit méticuleusement la géographie, séparant les terres sablonneuses des nomades à l'est, des collines boisées des agriculteurs à l'ouest. Puis, en énumérant la faune de la région, il place sur un même plan d'énormes serpents, des éléphants, des ours et des hommes à tête de chien, ainsi que des êtres sans tête qui, selon les Libyens, avaient les yeux sur la poitrine. Il est crucial de comprendre. Pour Hérodote, ce n'était pas une allégorie. Il les énumérait aussi sobrement que les autres habitants de ces terres. Ce n'était pas de la fiction, c'était une information obtenue de sources qu'il considérait comme fiables. Quelques siècles plus tard, un autre pilier de la science antique lui faisait écho, Pline l'Ancien. Son Histoire naturelle est devenu le prototype de toutes les encyclopédies modernes, une œuvre colossale qui résumait la connaissance des Romains sur le monde. Et dans cette œuvre, Pline parle directement d'un peuple appelé les Blémis. Il écrit « On dit qu'ils n'ont pas de tête, et que leur bouche et leurs yeux sont situés dans leur poitrine. Une fois de plus, nous ne voyons pas un mythe, mais la constatation d'un fait consigné dans un traité scientifique. Les sceptiques, bien sûr, trouveront une explication simple. Ils diront que les voyageurs antiques ont pu rencontrer des tribus africaines qui portaient des masques rituels terrifiants sur la poitrine, cachant leur tête sous des capes. Cela créerait l'illusion que le visage était situé sur le torse. Mais cette théorie semble trop simple. Des esprits aussi curieux qu'Hérodote et Pline auraient-ils vraiment pu être assez naïfs pour confondre un costume avec une anatomie réelle ? C'est peu probable. D'autant plus que dans leurs propres œuvres, d'autres peuples non moins étonnants étaient décrits, ce qui prouve que les hommes sans tête n'étaient pas une anomalie isolée. Ils n'étaient qu'une partie d'un monde entier, disparu depuis longtemps, habité par les êtres les plus incroyables. Par exemple, on mentionnait les sciapodes, des gens à une seule jambe qui se déplaçaient en sautant à une vitesse incroyable et sous la chaleur, s'abritaient du soleil à l'ombre de leurs pieds géants. Ou les gémantopodes, dont les jambes ressemblaient aux pattes d'animaux. Ces descriptions suggèrent que nous n'avons pas affaire à une erreur d'observation, mais à un phénomène mondial, dont les traces sont dispersées sur toute la planète. Plongeons dans l'essence même de ces témoignages, en mettant de côté un instant le scepticisme moderne. Hérodote, en décrivant les coins reculés de la Libye, n'écrit pas en chapitres séparés sur les mythes. Il catalogue méthodiquement ceux qui, selon ses informations, y habitent. Dans sa liste, les ânes cornus et les aspics venimeux, étranges mais bien réels, côtoient les cynocéphales, les hommes à tête de chien, et les blémis, les créatures sans tête. Pour lui et son public, c'était un corpus unique de connaissances sur un monde lointain et dangereux. Il ne fait aucune distinction, n'ajoute pas de note de bas de page disant « ici commence la fiction ». Il transmet simplement l'information, comme le ferait tout chercheur consciencieux de son temps. Pline l'Ancien fait exactement de même. Sa monumentale Histoire naturelle est une tentative d'embrasser et de systématiser le monde connu tout entier. Et dans ce grand catalogue de la nature, à côté des descriptions de minéraux, de plantes et d'animaux, apparaît une note brève mais claire sur les blémis, dont la bouche et les yeux se trouvent sur leur poitrine. Ils ne sont pas des personnages d'un poème épique, mais des objets d'étude, une autre forme de vie sur cette planète. Bien sûr,
L'explication la plus simple et la plus séduisante qui vient à l'esprit est une erreur d'interprétation. L'esprit rationnel imagine immédiatement une scène. Une tribu guerrière, cherchant à intimider ses ennemis, a utilisé une ruse tactique. Les guerriers auraient pu porter d'énormes masques féroces sur leur poitrine, tout en cachant leur propre tête sous une cape, ou en la baissant si bas que de loin, il semblait qu'ils n'avaient pas de tête du tout. Pour un étranger non préparé, qui rencontrerait une telle armée au crépuscule ou dans le feu de l'action, l'effet aurait été stupéfiant. Cette histoire, racontée des dizaines de fois, aurait pu facilement se transformer en un récit sur toute une nation de gens sans tête. C'est une théorie logique et pratique qui nous permet de conserver notre vision familière du monde. Cependant, cette version bien nette commence à se fissurer dès que l'on examine de plus près les sources et leurs auteurs. Croire à cette théorie, c'est admettre que non seulement les plus grands historiens et encyclopédistes de l'Antiquité, mais aussi les innombrables voyageurs, marchands et soldats dont ils ont rapporté les récits, ont été victimes de la même tromperie. Des hommes aussi expérimentés et curieux auraient-ils pu confondre à plusieurs reprises un costume rituel avec une physiologie réelle ? Cela semble peu probable. Mais le coup principal porté à la théorie de la mascarade est le fait que les blémis étaient loin d'être les seuls êtres étranges décrits dans les textes anciens. Ils n'étaient qu'une des soi-disant races monstrueuses. Dans les mêmes ouvrages, parfois sur des pages adjacentes, nous trouvons des mentions d'autres peuples étonnants. Par exemple, les Siapodés, habitants de l'Inde ou de l'Éthiopie. On rapporte que ces gens n'avaient qu'une seule jambe, mais énorme, sur laquelle ils se déplaçaient avec une rapidité étonnante, et pendant la chaleur de midi, ils s'allongeaient sur le dos et levaient leurs pieds gigantesques, l'utilisant comme un parasol pour se protéger du soleil brûlant. L'écrivain grec Ctésias a décrit cette tribu en détail, ainsi que des gens à tête de chien. Cela montre que les blémis n'étaient pas une anomalie aléatoire sortie de son contexte. Ils faisaient partie d'un monde perdu tout entier, un kaléidoscope troublant et merveilleux de peuples dont l'existence remettait en question les limites mêmes de la forme humaine. Et le plus frappant, c'est que la géographie de ces merveilles ne se limitait pas à la seule Afrique. Des descriptions similaires ont fait surface dans les coins les plus divers de la planète, dans des cultures qui, semble-t-il, n'avaient aucun lien entre elles. Si les récits de gens sans tête se limitaient au monde gréco-romain, on pourrait les considérer comme un phénomène culturel unique, le produit de l'imagination d'une seule région. Cependant, le plus étonnant est que cette image n'est pas une légende locale, mais un mystère mondial. Elle apparaît dans des cultures séparées par des milliers de kilomètres et des siècles d'isolement, avec une précision obsessionnelle et inexplicable. Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est un schéma qui demande une explication. Transportons-nous à l'est, dans l'Inde ancienne, et ouvrons les pages de la grande épopée, le Ramayana. Nous y rencontrons un puissant démon nommé Kabanda. Sa description est étonnamment similaire à celle des anciens blémis. Il n'avait ni tête ni cou, et son unique œil féroce brillait au centre de son ventre, à côté d'une bouche énorme pleine de crocs acérés. Ses bras étaient incroyablement longs, lui permettant, comme une araignée, de saisir sa proie sans bouger de sa place. Mais Kabanda n'est pas né ainsi. Selon l'épopée, il était autrefois un beau demi-dieu, mais à cause d'une malédiction, sa tête fut enfoncée dans son torse. Il était condamné à rester dans cette forme monstrueuse jusqu'à ce que le héros Rama le libère, accordant la paix à son âme. Ici, l'être sans tête n'est pas seulement un animal curieux, mais un personnage tragique, le résultat d'une puissante sorcellerie. Maintenant, allons encore plus loin, dans l'Empire du Milieu, et examinons l'un des textes les plus mystérieux de l'Antiquité chinoise, le Shanhai Jing, ou le classique des montagnes et des mers. Ce traité ancien est essentiellement un bestiaire, décrivant les créatures mythiques qui peuplaient les terres de la Chine ancienne. Parmi elles, nous trouvons une divinité nommée Xingtian. Ce n'est pas une créature misérable, mais un guerrier redoutable et indomptable. Selon la légende, il a osé défier le dieu suprême, Huangdi, l'empereur jaune. Dans une bataille titanesque, Xingtian fut vaincu et le vainqueur lui coupa la tête. Mais même cela ne put l'arrêter. L'esprit du guerrier était si fort qu'il refusa de se rendre. Ses tétons devinrent ses yeux et son nombril sa bouche, qui continuait à pousser un cri de guerre. Et jusqu'à ce jour, selon le mythe, le décapité Xingtian erre dans le monde,
serrant une hache de guerre et un bouclier, toujours prêts au combat. Le schéma se répète, la perte d'une tête, un visage sur le torse, tout cela lié à une punition ou à la conséquence d'une grande bataille. Même dans la culture insulaire isolée du Japon, nous trouvons des échos de cette étrange image. Dans le riche monde du folklore japonais, peuplé d'innombrables esprits et monstres connus sous le nom de yokai, il existe une créature connue sous le nom de Danatsuda, un homme sans tête dont le visage est situé sur son torse. Contrairement aux figures épiques de l'Inde et de la Chine, cette créature est le plus souvent un fantôme effrayant, une rencontre avec laquelle, sur une route déserte, n'augure rien de bon. Arrêtons-nous maintenant et prenons la mesure de la situation. La Grèce antique, l'Empire romain, l'Inde, la Chine, le Japon. Comment des cultures, séparées par des montagnes infranchissables, des déserts impitoyables et des océans immenses, ont-elles pu créer une image si spécifique et si semblable ? À cette époque, il n'y avait pas de réseaux mondiaux, pas d'échanges rapides d'informations. Les histoires ne pouvaient pas simplement voyager entre les civilisations. Alors, d'où vient cette similitude frappante ? S'agit-il d'un archétype universel, ancré dans les profondeurs du subconscient humain ? Ou avons-nous affaire à quelque chose de bien plus tangible, un souvenir commun et vague d'une créature réelle qui a autrefois véritablement habité notre planète ? Ce consensus mondial des mythes ne s'est pas éteint avec la chute des civilisations antiques. Au contraire, il a connu une nouvelle vie. Lorsque le savoir des anciens a migré vers les scriptoriums des monastères médiévaux, les histoires de races monstrueuses ont été soigneusement copiées et incluses dans de nouveaux livres, bestiaires et encyclopédies. Elles sont devenues une partie intégrante de la vision du monde médiéval. Et au centre de nombreuses légendes de l'époque se trouvait une figure dont le nom était connu de tous, Alexandre le Grand. Dans les romans de chevalerie médiévaux, ces véritables campagnes en Orient ont été embellies de détails fantastiques. Et selon ces histoires, le grand conquérant n'a pas seulement entendu parler des gens sans tête, il s'est retrouvé face à eux. La chute de Rome n'a pas enterré ces histoires incroyables. Au contraire, elles ont trouvé une seconde vie dans le silence des scriptoriums monastiques. Les moines médiévaux, en transcrivant les textes anciens, voyaient le monde différemment de nous. Pour eux, il n'y avait pas de frontière claire entre le naturel et le surnaturel. Par conséquent, les récits sur les blémies, les sciapodées et les cynocéphales ne leur semblaient pas de la fiction, mais étaient perçus comme des comptes rendus fiables des merveilles créées par Dieu dans des terres lointaines et inexplorées. Ces créatures se sont fermement ancrées dans la culture médiévale, devenant une partie intégrante des bestiaires, des livres illustrés de bêtes réelles et mythiques. Dans des compilations célèbres comme les Merveilles de l'Orient ou le Livre des monstres, les gens sans tête étaient décrits avec un détail étonnant. Un texte parle d'un peuple à la peau dorée, d'environ 3,5 mètres de haut, qui vivait sur une île dans une rivière en Éthiopie. Ces légendes ont tellement imprégné la conscience de l'époque qu'elles ont même pénétré les biographies des plus grands héros. Ainsi, dans les nombreuses versions médiévales de l'histoire d'Alexandre le Grand, ces conquêtes ont pris une ampleur véritablement épique. Selon ces textes, lors de ses campagnes en Inde, Alexandre a rencontré non seulement des armées ennemies, mais des nations entières d'êtres monstrueux. Et parmi eux, se trouvaient les sans-têtes. D'anciennes illustrations dépeignent la rencontre du roi macédonien avec ces créatures. Dans les versions en prose de la légende, ils sont décrits comme des géants à la peau dorée, avec des barbes leur arrivant jusqu'aux genoux. Une version française de l'histoire affirme même qu'Alexandre a été si stupéfait qu'il a capturé 30 de ces êtres pour les montrer au reste du monde. Même si cet épisode est absent des chroniques latines originales, le simple fait de son apparition en dit long. Pour la personne médiévale, une rencontre avec un peuple sans tête était un événement aussi plausible que n'importe quelle autre victoire militaire. Cette croyance en la réalité des races monstrueuses n'était pas l'apanage des seuls érudits. Elle vivait dans les récits des voyageurs. Le plus célèbre d'entre eux était peut-être Sir John Mandeville, dont le livre du XIVe siècle sur ses voyages en Orient est devenu un véritable best-seller. Il affirmait avoir vu personnellement des îles entre l'Inde et le Myanmar habitées par des gens sans tête. Il décrivait comment leurs yeux étaient situés sur leurs épaules et leur bouche en forme de V au centre de leur poitrine. Curieusement, lorsque son livre fut imprimé pour la première fois, les illustrations, de manière inexplicable,
les représenter avec la police, bien que le texte de Mandeville les décrive comme rudes et poilus, semblables à des bêtes sauvages. Mais le véritable point culminant de cette histoire séculaire n'arrive pas au Moyen-Âge, mais à la Renaissance, à l'époque des grandes découvertes. C'était une époque où les légendes nébuleuses cédaient la place à des cartes précises, et où le monde semblait sur le point d'être entièrement exploré et compris. Et c'est à ce moment précis, en l'an 1596, qu'apparaît la preuve la plus étonnante et la plus convaincante. Elle n'a pas été laissée par un moine copiste ou un conteur, mais par l'une des figures les plus brillantes de son temps, Sir Walter Raleigh, un aristocrate, poète, érudit et audacieux navigateur anglais. Dans son livre « La découverte de la Guyane », Raleigh, en décrivant son expédition à l'intérieur de l'Amérique du Sud, rapporte avec une certitude absolue l'existence d'une tribu de gens sans tête que les indigènes appelaient les Ewaï-Panoma. Il précise même leur lieu de vie, les rives de la rivière Coora. Raleigh ne se contente pas de répéter des rumeurs. Il insiste sur leur authenticité, affirmant que ce n'est pas un secret, mais un fait bien connu. Il écrit que chaque enfant des provinces locales connaît leur existence. De plus, il se réfère à un voyageur espagnol qui aurait vu ces gens de ses propres yeux. Raleigh était si convaincu de leur réalité qu'il a tenté de trouver une explication rationnelle, suggérant que leur tête était simplement placée si bas entre leurs épaules qu'elle semblait faire partie du torse. Mais sa croyance en leur existence physique était inébranlable. Et ce n'était pas l'opinion d'un explorateur excentrique. La croyance dans les Ewaï-Panoma était si forte que ces créatures ont migré des pages des livres vers les documents scientifiques les plus avancés de l'époque, les cartes géographiques. Le célèbre cartographe Jodocus Hondius, en 1598, en dessinant une carte de la Guyane, sans l'ombre d'un doute a inclus des images de gens sans tête, les indiquant comme l'un des peuples habitant la région. Pour les gens de cette époque, ce n'était pas de la mythologie, c'était de la géographie. Et nous arrivons ici au mystère central. Nous avons une chaîne ininterrompue de témoignages qui s'étend sur des millénaires. Du père de l'histoire, Hérodote, au 5e siècle avant Jésus-Christ, à un célèbre navigateur élisabétain à la toute fin du XVIe siècle. Des récits couvrant 3 continents, l'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Sud. Des preuves consignées dans des chroniques historiques, des encyclopédies, des épopées et dessinées sur des cartes. Et puis, le silence. Après l'époque de Raleigh, les mentions de gens sans tête cessent brusquement. Ils disparaissent simplement des pages de l'histoire et des cartes du monde. Où ces peuples sont-ils passés? Pourquoi des témoins ont-ils parlé d'eux pendant des milliers d'années pour qu'ils disparaissent soudainement sans laisser de traces? Cette disparition abrupte est peut-être le plus grand mystère de toute cette histoire. Et c'est ici que nous passons des preuves historiques aux théories les plus audacieuses et les plus effrayantes qui tentent d'expliquer cette énigme. Et ainsi, la piste des preuves se refroidit au seuil de l'ère moderne. Une histoire d'observation millénaire s'éteint soudainement, nous laissant face à un mur de silence. Où des peuples entiers ont-ils disparu? La première et la plus évidente explication proposée par la science moderne se situe dans le domaine de la génétique et de la médecine. Peut-être qu'aucune nation des sans-têtes n'a jamais existé. Au lieu de cela, les voyageurs antiques ont peut-être rencontré des individus ou de petites communautés isolées souffrant de malformations congénitales rares. Il existe des syndromes qui provoquent un cou très court ou un développement anormal de la ceinture scapulaire, donnant l'impression que la tête est littéralement enfoncée dans le torse. Pour quelqu'un qui n'est pas familier avec de telles variations anatomiques, une telle rencontre aurait pu être choquante. Dans le monde antique, où l'espérance de vie était plus courte et l'isolement de régions entières la norme, un tel trait génétique établi dans une population fermée aurait pu facilement donner naissance à la légende d'une tribu entière. Un voyageur, en voyant plusieurs de ces personnes dans un même village, serait rentré chez lui avec des récits d'un peuple construit différemment de tous les autres. C'est une théorie rationnelle et cohérente qui explique élégamment le phénomène sans violer les lois de la biologie que nous connaissons. Mais cette théorie bien nette et presque rassurante laisse trop de questions sans réponse. Pourquoi les descriptions provenant de différentes parties du monde sont-elles si étonnamment similaires? Pourquoi ne parle-t-elle pas seulement d'un cou court, mais spécifiquement d'un visage sur la poitrine? Et surtout, pourquoi ces observations ont-elles cessé si brusquement et universellement? Et si nous regardions le problème sous un autre angle?
Et si ce n'était pas un accident de la nature, mais le dessein malveillant de quelqu'un? Nous entrons ici sur le territoire d'hypothèses bien plus troublantes. Et si ces êtres n'étaient pas nés ainsi, mais qu'ils étaient faits ainsi? Et si, cachés derrière les mythes anciens, se trouvent des échos de connaissances, de technologies perdues depuis longtemps, capables de modifier la chair humaine elle-même? Et si ce n'étaient pas les enfants oubliés de la nature, mais les victimes d'expériences monstrueuses? Cette idée peut sembler fantastique, mais elle trouve des parallèles glaçants dans les textes les plus anciens et les plus sacrés de l'humanité. Rappelons-nous par exemple les récits bibliques du monde avant le grand déluge. Selon ces textes, c'était une époque où la terre était remplie de néphilim, de puissants hybrides nés de l'union des fils de Dieu et des filles des hommes. Le livre d'Enoch, un texte apocryphe non inclus dans le canon mais respecté dans l'Antiquité, va encore plus loin. Il raconte comment des anges déchus sont descendus sur terre et ont enseigné aux humains des connaissances interdites, ce qui a conduit au chaos et à la corruption de tout être vivant. Ils ont créé des unions contre nature entre les humains et les animaux, engendrant des chimères et des monstres qui ont souillé la création. Dans ce contexte, le grand déluge n'apparaît pas seulement comme une punition pour la décadence morale de l'humanité, mais comme une stérilisation globale de la planète, une tentative désespérée de Dieu de détruire les fruits terrifiants de ses expériences interdites et de restaurer le monde dans son état originel. Si nous admettons la possibilité que dans un passé lointain, des civilisations aient possédé des technologies que nous appellerions aujourd'hui le génie génétique, l'image du monde change radicalement. Peut-être ne s'agissait-il pas seulement de croiser des espèces. Imaginez l'application dirigée d'énergie, de composés chimiques ou de procédures physiques inconnues, capables de modifier délibérément l'anatomie humaine. Les représentations d'êtres sans tête cessent d'être de simples mythes et commencent à ressembler à de sinistres preuves documentaires. Peut-être s'agissait-il de véritables expériences, menées dans un passé lointain par une force puissante qui contrôlait le monde. Mais si quelqu'un possédait des technologies aussi incroyables et dangereuses, quel était son but? La création de nouvelles races? Peu probable. Une possibilité beaucoup plus logique et effrayante se présente. Et si ces technologies étaient utilisées non pas pour la création, mais pour la punition et le contrôle total? Et si les cultes ou les civilisations dominantes de l'Antiquité avaient le pouvoir non seulement d'éliminer un ennemi, mais de le transformer en une incarnation vivante de la terreur? Imaginez le sort de guerriers capturés ou de toute une tribu rebelle, à qui l'on n'ôte pas la vie, mais que l'on soumet à une procédure qui change leur apparence pour toujours. Ils sont transformés en créatures hideuses, privées même d'un visage humain normal et renvoyés à leur peuple comme un avertissement vivant. C'est une arme non pas d'anéantissement physique, mais psychologique, bien plus terrifiante que n'importe quelle épée. Dans ce cas, les Blémines ne sont pas un peuple distinct avec sa propre histoire et sa propre culture, mais une preuve vivante et respirante du crime de guerre le plus horrible de l'histoire. Ce n'est pas une race, mais une sentence, prononcée et exécutée. Mais si nous cherchions la réponse au mauvais endroit depuis le début? Et si le mystère des gens sans tête n'était pas une question de biologie ou de technologie perdue, mais une question de psychologie et de pouvoir? Il existe une troisième théorie, non moins effrayante que les autres. Elle postule que les races monstrueuses ne sont pas une réalité physique, mais l'une des armes les plus anciennes et les plus efficaces de l'arsenal humain, la propagande ciblée, conçue pour la déshumanisation totale de l'ennemi. C'est l'idée que pour détruire un peuple, il faut d'abord le transformer en monstre aux yeux du reste du monde. L'exemple le plus frappant, et peut-être le plus vaste, d'une telle guerre de l'information se trouve dans l'histoire du conflit entre l'Occident et le grand empire oriental connu sur les anciennes cartes sous le nom de Tartarie. Lorsque les dirigeants ecclésiastiques et laïcs de l'Europe à la fin du Moyen-Âge ont été confrontés à la puissance des peuples mongols et tatars, ils ont déchaîné tout l'arsenal de la propagande pour rallier leur population à la guerre. Et ils ont trouvé une astuce diaboliquement brillante basée sur un jeu de mots. Les peuples qui se nommaient eux-mêmes tatars ont été délibérément associés dans la conscience européenne aux Tartares, l'enfer classique, une dimension infernale. Ainsi est né le nom Tartare, qui portait une connotation monstrueuse. Ce ne sont pas de simples ennemis, ce sont des hordes démoniaques sorties directement des profondeurs de l'enfer.
Dans les chroniques et les sermons de l'époque, ils n'étaient pas décrits comme des personnes, mais comme de véritables monstres, à moitié animaux, sans rien d'humain. Ils étaient dépeints comme des cannibales, buvant le sang des nourrissons, des barbares dont le seul but était la destruction de la civilisation et de la foi chrétienne. Cette stratégie avait deux objectifs. Premièrement, elle semait la panique et la peur, mobilisant la population pour une résistance désespérée. Deuxièmement, et c'est encore plus important, elle levait toutes les contraintes morales, car si votre ennemi n'est pas un humain, mais un rejeton de l'enfer, alors tout est permis contre lui. Mettre fin à sa vie n'est pas un péché, mais un devoir sacré. Détruire ses villes et sa culture n'est pas un crime, mais une œuvre agréable à Dieu. Ainsi fut créé un bouclier impénétrable de justification morale, excusant toute cruauté. La même tactique fut utilisée contre la Tartarie que contre de nombreuses autres cultures qui se dressaient sur le chemin des empires. On les qualifia de tribus sauvages, de païens et de barbares pour légitimer leur conquête. Et ce n'est pas un cas isolé, cette technique est aussi vieille que la guerre elle-même. Jetons un coup d'œil à l'Empire romain à son apogée. En étendant ses frontières, Rome a rencontré des tribus celtes et germaniques dont la culture et la vision du monde étaient radicalement différentes des siennes. Pour justifier leur conquête, les historiens romains comme Tacite et Jules César ont décrit ces barbares comme sauvages, non civilisés et enclins à une cruauté primitive. Les druides, l'élite intellectuelle et spirituelle de la société celte, ont été particulièrement diabolisés. Les Romains ont délibérément répandu des rumeurs sur leurs rituels sanglants et leurs sacrifices humains. Cela a créé l'image d'un culte sinistre qu'il fallait éradiquer au nom de la civilisation et de l'ordre. En réalité, en détruisant les druides, Rome ne combattait pas seulement des dieux étrangers, elle éliminait délibérément les porteurs de savoir, de mémoire et du code culturel des peuples qu'elle asservissait pour faciliter leur assimilation. Transformer un ennemi en monstre est une stratégie universelle qui permet d'effacer son histoire et de justifier sa soumission. Et si les anciennes histoires de gens sans tête, à une jambe ou à tête de chien n'étaient rien de plus que l'écho de telles campagnes de propagande? Peut-être qu'aux confins des civilisations connues vivaient des peuples qu'il fallait conquérir, asservir, ou simplement isoler par un mur de peur et de dégoût. Et le moyen le plus simple de le faire était de les dépouiller de leur apparence humaine, en les transformant en caricatures grotesques sur les pages des chroniques et sur les marges des cartes. Cela explique pourquoi ces monstres vivaient toujours quelque part loin, au bord du monde connu, dans des terres que personne ne pouvait vérifier. Ils étaient un épouvantail commode, un instrument de la géopolitique du monde antique. Cette théorie semble logique et complète, mais elle nous amène à une dernière question, la plus profonde et la plus troublante. Nous avons examiné l'anomalie physique, l'intervention technologique et la guerre psychologique. Mais si la vérité unissait toutes ces versions à un autre niveau, symbolique, une tête n'est pas seulement une partie du corps, c'est le siège de la raison, de la volonté, de l'identité. Perdre la tête, c'est se perdre soi-même. Et si sans tête n'était pas une difformité physique, ni même une étiquette de propagande? Et si c'était le symbole de quelque chose de bien plus terrifiant? L'asservissement complet de l'esprit. Et nous arrivons ainsi à la dernière théorie, la plus profonde et peut-être la plus importante. Elle nous invite à nous éloigner d'une lecture littérale pour considérer l'image de l'homme sans tête comme un symbole puissant. Car qu'est-ce qu'une tête dans notre conception? Ce n'est pas simplement une partie anatomique, c'est le réceptacle de la raison, de la conscience, de la personnalité et de la volonté. C'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Perdre la tête est une expression qui signifie encore perdre le contrôle, la raison, la maîtrise de soi. Et si les textes anciens ne parlaient pas de l'absence d'une tête physique, mais de l'absence de tout ce qu'elle symbolise? Et si sans tête n'était pas une description du corps, mais un diagnostic pour l'âme? Nous ne trouverons peut-être jamais de réponse définitive. Les textes anciens gardent leurs secrets, et les témoins oculaires se sont tus depuis longtemps. Mais le simple fait de l'existence de ce mystère, sa nature globale et son incroyable persistance nous oblige à réfléchir. Laquelle de ces versions vous semble la plus plausible? Que se cache-t-il réellement derrière les légendes des gens sans tête? Ce n'est pas seulement une question sur des créatures étranges de vieux livres, c'est une question sur les limites de l'humain, sur la nature du pouvoir
et sur les peurs profondes qui n'ont pas changé depuis des siècles. Dans cette interprétation, l'homme sans tête est une métaphore terrifiante de l'asservissement total et absolu. C'est l'image d'un être qui est physiquement vivant, mais dont la personnalité a été effacée. Sa volonté est brisée, son esprit capturé et reformaté par quelqu'un ou quelque chose d'extérieur. C'est l'esclave parfait, un biorobot dont les yeux et la bouche, les organes de la perception et de la communication, ont été déplacés de la tête à la poitrine. Ce déplacement est également profondément symbolique, du niveau de la pensée élevée et rationnelle au niveau des instincts primitifs et des émotions situés dans la région du cœur et des entrailles. Un tel être ne pense pas, il ne fait que sentir et obéir. Il ne parle pas pour lui-même, mais ne fait que transmettre la volonté de son maître. Ce n'est pas seulement une personne privée de tête, c'est une personne privée de son moi. Cette théorie symbolique n'annule pas les précédentes. Au contraire, elle peut être la clé de toutes. Voyez comment elle tisse tous les fils de notre enquête. Si nous parlons de propagande, quel est son but ultime? Pas seulement dénigrer l'ennemi, mais s'emparer de son esprit, détruire sa culture, son histoire et sa vision du monde, le forcer à penser d'une manière qui profite aux vainqueurs. C'est la décapitation symbolique de tout un peuple. Les barbares vaincus deviennent sans tête non pas sur les champs de bataille, mais dans leur propre esprit, perdant leur identité et se transformant en une masse sans visage, soumise à une volonté étrangère. Si nous parlons de technologies anciennes hypothétiques, leur application la plus terrifiante n'était-elle pas le contrôle de la conscience? Peut-être que la difformité physique n'était qu'un effet secondaire ou une démonstration visible de l'objectif principal, la capacité de reprogrammer la personnalité humaine. La création d'un tel être était l'acte suprême de domination. Non seulement soumettre le corps, mais capturer l'âme. Même la théorie la plus scientifique des anomalies génétiques s'inscrit dans ce concept. Dans les sociétés anciennes, une personne atteinte d'une malformation congénitale était souvent considérée comme un paria, un membre inférieur de la société, privé de voix et de droits. Elle était symboliquement sans tête, car son identité n'avait aucune importance pour la communauté. Alors, qui étaient finalement ces êtres mystérieux dont l'image hante l'imagination humaine depuis des millénaires? La réponse se décompose en plusieurs possibilités effrayantes, dont chacune nous oblige à regarder l'histoire sous un nouveau jour. Était-il un peuple réel, perdu dans les siècles, avec une anomalie physique unique, le dernier vestige d'une humanité différente et préhistorique qui a été complètement exterminée ou assimilée? Ou sont-ils le sinistre héritage d'une civilisation oubliée depuis longtemps qui possédait des technologies pour modifier la chair? Et leur forme est-elle un rappel perpétuel d'expériences monstrueuses ou d'une arme terrible du passé lointain? Se pourrait-il que toute cette histoire séculaire ne soit qu'un exemple grandiose de guerre de l'information, une propagande brillamment construite qui a transformé des peuples réels et des cultures ennemies en monstres sur les pages des chroniques pour justifier leur destruction? Ou enfin, se cache-t-il sous toutes ces couches une vérité plus troublante et métaphorique, que l'image de l'homme sans tête est un symbole éternel, un archétype de l'humanité asservie, un rappel de la facilité avec laquelle on peut priver une personne de sa volonté, de sa raison, de son âme, ne laissant qu'une enveloppe obéissante?